Ma parole. Le podcast d'entretien d'Outre-mer la première, présenté par Cécile Baquet. Marie-Jo Pérec, bonjour. Bonjour. Votre vie est digne d'un biopic. Il y a plein de rebondissements, des moments de découragement. Vous êtes à ce jour la plus brillante athlète française, triple médaillée d'or olympique du 400 mètres et du 200 mètres. Mais avant de retracer ensemble votre fabuleux destin, on va s'intéresser à votre enfance en Guadeloupe, à Basse-Terre. C'est là que vous avez grandi, entourée par une mère, Josette, et une grand-mère, Éléonore, très présente. Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, votre mère et votre grand-mère ? En fait, toutes les deux, elles étaient commerçantes. Donc ma maman, elle avait un petit lolo. C'est un petit bar, restaurant juste à côté du lycée de Basse-Terre. Et ma grand-mère, en fait, elle travaillait sur le marché et elle vendait du boudin, de la viande, des tripes. Enfin, c'était des commerçants, voilà. Et vous alliez de temps en temps les aider, soit votre mère, soit votre grand-mère, dans leurs commerces respectifs ? Alors en fait, on allait au marché, mais on allait plutôt voir les amis de ma grand-mère, parce que les gens l'appréciaient beaucoup, donc on passait voir toutes les marchandes, aussi qui avaient des enfants, donc on jouait beaucoup sur le marché. Et puis ma maman, de temps en temps, on passait dans le bar, et puis le midi, comme en fait elle faisait à manger pour les avocats, parce qu'il y avait le palais de justice était juste à côté. Donc il y avait beaucoup de gens du tribunal qui venaient manger le midi dans le Pied Lolo. Donc nous aussi, le midi, on mangeait là. Voilà. Durant votre enfance en Guadeloupe, votre grand-mère, Éléonore, était un pilier pour vous. Quels souvenirs vous gardez d'elle ? Vous l'appelez mémère, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'était une personne qui était très sévère. On devait vraiment marcher droit, mais à côté de ça, elle était vraiment, c'était une grand-mère qui passait presque à tous nos caprices en même temps. Donc c'était assez, en fait, elle voulait qu'on soit bien éduqués, mais elle nous faisait vraiment plaisir sur beaucoup de choses, voilà. Et pourquoi on l'appelait mémère ? Moi, je sais pas. Je suis née en fait, et moi, je suis la deuxième dans ma fratrie, et j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi. Je pense que j'ai fait comme elle. J'ai appelé ma grand-mère mémère, et en fait tous les petits enfants elle appelait comme ça. Voilà. C'était affectueux, mémère. Ouais. Et est-ce que vous aimiez l'école, petite Marie-Josée Pérec ? Alors moi, je détestais l'école. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de rester chez moi. Et puis surtout, moi, j'habitais à côté d'une rivière. Et en fait, j'aimais bien passer du temps, aller chercher les habitants, pêcher aux écrevisses. Je passais beaucoup de temps là-bas, et je grimpais aux arbres. Ma grand-mère, elle nous avait installé une balançoire sur un arbre juste derrière, et j'avais juste envie de profiter, on faisait un peu de musique avec quel que soit ce qu'on trouvait. On s'amusait, quoi. Et en fait, mon truc, c'était j'aimais la nature, j'aimais rester dehors, et on aimait aller à la mer. Mais l'école, c'était pas mon truc. Et d'ailleurs, mes parents, ils s'inquiétaient beaucoup. Ils se disaient, mais on va faire quoi d'elle, quoi. Est-ce que le fait d'être très grande en taille par rapport aux autres vous a gênée, enfant puis adolescente ? Alors, en fait, moi, je me suis réveillée, j'avais 12-13 ans, et je mesurais 1m75. Et en fait, aujourd'hui, c'est super d'être grande. Mais à l'époque, il y avait très peu d'enfants, surtout de filles, en fait, qui étaient aussi grandes. Et c'était terrible parce que j'étais pas bien dans ma peau, je pesais 20 kilos, j'étais toute transparente, c'était vraiment horrible. Et puis les gens se moquaient vraiment de moi, on m'appelait la canne à sucre. J'avais des surnoms juste incroyables. Il y a un oiseau chez nous qui est vraiment très très fin, qui reste souvent sur les vaches. On les surnomme les tchos, donc quand je passais, j'entendais tcho tcho tcho. C'était horrible parce que voilà quoi.
Et c'était toutes vos camarades de classe qui se moquaient comme ça de vous, petite? Alors que vous étiez très grande? La majorité, ouais. Ouais. Enfin, j'avais pas beaucoup d'amis et c'était assez compliqué, quoi. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'aimais pas trop l'école. Hein. Ouais. En 1982-83, vous avez 14-15 ans et vous pratiquez le basket. Vous en gardez un bon souvenir? Ça me fait rire. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais vraiment... je voyais même pas la balle passer. J'avais du mal à attraper un ballon. J'étais vraiment pas bien dans ce corps. Je savais pas quoi en faire. Je savais pas quoi faire sur le terrain. Et j'ai vite abandonné. Ouais. Vous étiez avec votre sœur au Cygne Noir de Basse-Terre. Ce n'est pas vraiment le club qu'avait choisi votre oncle Georges, puisque lui, il était pour la Gauloise, l'autre club de Basse-Terre. Et votre oncle Georges, le frère de votre mère, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous? Ben en fait, comme ma mère, elle était plus avec mon père, ma grand-mère, elle a élevé ma maman et mon oncle. Ils avaient 1 an d'écart et lorsque leur père est décédé, donc mon grand-père, ils étaient tout petits. Donc ma grand-mère, en fait, elle les a élevés. Et puis en fait, ils étaient vraiment très très proches. Donc mon oncle, en fait, il aidait beaucoup ma grand-mère. Enfin, ça me fait un peu c'est un peu douloureux parce que en fait tout le monde est parti, ils sont tous décédés. Donc pour moi de revenir en fait là-dessus c'est très dur. Mais en fait c'était une famille vraiment très soudée. Les uns aidaient les autres. Ma grand-mère elle aidait ma maman. Mon oncle il avait une meilleure situation donc il aidait beaucoup sa sœur. Enfin c'était vraiment quelque chose de très très fort, une famille vraiment. Donc quand ils sont partis, enfin moi j'ai eu l'impression que en fait notre potomitan, en fait de ces 3 personnes, enfin c'est comme si que ça s'était écroulé, donc c'était très très dur. Voilà, enfin je me suis perdue. Et votre oncle Georges, il vous emmenait souvent à la pêche, non? Oui, on passait beaucoup de temps parce qu'en fait il adorait ça. Et on passait beaucoup de temps. Il avait un petit bateau et on allait pêcher. D'ailleurs, tout le monde était souvent malade parce que en fait, on reste vraiment sur place. Donc, tout de suite, les gens, même les gens qui n'ont pas le mal de mer, c'est très difficile en fait de faire de la pêche comme ça. Et enfin, moi, j'étais la seule à vraiment apprécier ça. Donc, en fait, j'allais souvent avec lui à la pêche. Voilà. Ça, c'est un plaisir. Ouais. Au collège, il y a une jeune enseignante d'éducation physique qui repère vos qualités en athlétisme. Elle s'appelle Anne-Marie Soual. Elle a vraiment beaucoup compté dans votre parcours, Marie-Josée Pérec? Alors, Madame Soual, elle a été mutée en Guadeloupe pour 3 ans. Elle était venue avec son mari et ses enfants. C'était des gens vraiment très gentils. Ils faisaient beaucoup de choses pour les jeunes le mercredi. Et moi, j'étais un cours de PS en fait avec elle. Et puis, elle nous a demandé à chaque élève de courir à 60 mètres. Moi, je fais le mien. Et puis, elle regarde son chrono. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, moi, je lis sur ses yeux qu'elle se dit, mais il est cassé mon chrono, il n'a pas fonctionné, j'ai mal pris le temps. Et elle dit, ah, mais toi, tu recommences? Je dis, bah non, madame. Il n'y a pas de raison que je recommence, parce que tout le monde a couru 1 fois. Pourquoi moi 2 fois et j'ai pas envie? Et elle me dit, elle insiste et tout. Je dis, bah non, moi je le fais pas. Et elle me dit, bon ben, je vais aller voir ta grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'est le genre de choses. Elle était très gentille avec nous, mais les gens ne devaient pas venir se plaindre de nous à la maison parce qu'elle voulait qu'on soit irréprochable et qu'on se comporte bien. Et là, je lui ai dit, ah non, surtout, madame, ne mêlez pas ma grand-mère à cette histoire. Vous voulez votre 60 mètres, je vais vous le refaire tout de suite et on n'en parle plus. Ma grand-mère, vous oubliez. Et donc, je refais son 60 et elle me dit, c'est bien ce que je pensais. Ouais, t'as fait un super chrono. Et je voyais qu'elle était toute contente et tout. Enfin, elle tenait plus en place. Et elle me dit, bon, mercredi... il y a une compétition, est-ce que tu veux venir?
Et je dis, dans ma tête, je dis, ouais, mais cette prof, elle arrête pas de m'embêter là aujourd'hui. Elle va pas me lâcher. Et donc je lui dis, ouais, je vais venir. Mais j'y pensais pas une seule seconde que j'allais aller à son truc. Et elle me dit, moi j'habitais juste derrière l'école. Et elle me dit, mercredi, tu viens devant l'école, il y a le bus et tout, on partira à telle heure. Moi, le mercredi, je suis chez moi. Enfin, je suis chez ma grand-mère parce que les maisons de ma grand-mère et de ma mère, en fait, ils étaient vraiment collés. Et je vois cette prof qui arrive, je vois le minibus de l'école qui se garde devant chez moi. Je dis, oh là, je vais me prendre une tape parce que ma grand-mère, elle tapait. Et donc, je la vois, elle descend les escaliers. Je dis, oh là, mais je vais encore me faire gronder. J'aurais dû dire non. Et puis, elle lui dit, Marie-Jo, elle m'a dit qu'elle allait venir à la compète avec moi. Mais donc, je viens la chercher parce qu'elle n'était pas devant l'école. Elle me dit, allez, tu prends tes affaires. T'as donné ta parole. T'as dit que tu y allais. Allez, oust, tu prends tes affaires et tu vas. La prochaine fois, je dis, mais je veux pas y aller. La prochaine fois, si tu veux pas y aller, tu diras que tu veux pas, mais ça se fait pas. Donc, je prends mes affaires, je suis presque vraiment énervée. Je dis, cette prof, elle m'embête et tout. Et après, j'ai retrouvé les amis dans le bus, j'ai vite oublié. Je m'amuse et puis on arrive à cette compète et elle m'avait emmené des pointes et elle m'explique comment faut courir avec. Et en fait, je gagne la course. Et moi, je me rends pas compte que, en fait, les élèves qui sont là, ce sont des gens qui s'entraînent 3-4 fois par semaine. Et en fait, moi, je découvre ce monde. Ils me disent que je suis qualifiée pour les championnats de France. Donc, je leur demande, c'est quoi des championnats de France ? Parce que je suis pas du tout dans ce monde-là. Enfin, moi, j'aime la pêche. Enfin, j'aime bien derrière la rivière, c'est pas mal. Et je suis vraiment pas dans ces histoires. Enfin, on est en 84. C'est quand même l'année des JO, c'est l'année de Carl Lewis. Et en fait, je sais même pas que ces gens existent. Donc, je suis qualifiée. Moi, j'habite Basse-Terre. Sur l'autre partie du papillon, il y a Pointe-à-Pitre. Il y a une sorte de rivalité entre les deux. En fait, d'un coup, je prends la place de quelqu'un. Pour partir à Paris. Pour partir, parce que je bats tout le monde. Donc, ça veut dire que la troisième, elle se retrouve quatrième. Les gens qui gèrent ça, en fait, ça met vraiment... ça emmène des problèmes. Ça fout la merde, carrément. Et en fait, les gens de Pointe-à-Pitre, ils disent, cette fille, on la connaît pas. Donc, ils disent à ma prof, on va pas l'emmener, tout simplement. Et elle dit, non, elle a gagné les sélections, elle a battu tous vos athlètes. Il n'y a pas de raison, il faut qu'elle y aille. Et ils disent, non, on a pris des billets, on ne va rien changer. Et donc, elle fait un courrier. À l'époque, c'était le président de l'UNSS, puisque c'est à l'école. Donc, c'était Philippe Darras. Elle écrit à ce monsieur et elle lui raconte cette histoire. Elle dit, cette fille, il faut qu'elle vienne au championnat de France. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc, il dit, d'accord. Mais nous, on a déjà donné le budget, donc vous devez vous débrouiller. Et en fait, mon école, tous les profs, ils font une quête, le directeur, tout le monde, et en fait, je pars et j'arrive à l'INSEP. Et donc, je pars un jour ou 2 jours après les autres. Et j'arrive à l'INSEP, donc je suis intégrée dans le groupe, donc je découvre un tas de gens qui venaient de la Guadeloupe, et puis je fais ces championnats de France. Et en fait, je suis deuxième et je suis disqualifiée. Parce qu'ils avaient oublié de me dire que chez moi, il y avait de la cendrée. Et en fait, ils marquaient la piste avec de la poudre blanche. Et ici, les pistes, elles sont bien marquées avec ce qu'il faut, quoi. Et donc, moi, j'ai mis le pied sur la ligne en me disant, ouais, ça doit être normal. Et donc, j'ai été disqualifiée. Et mon histoire, elle démarre comme ça, quoi. Mais c'est extraordinaire parce que grâce à cette professeure, Anne-Marie Soual, vous êtes quand même, sans vraiment avoir complètement réussi, mais vous êtes quand même arrivé deuxième à ces championnats de France scolaires. Comment vous avez vécu cette soudaine reconnaissance de votre talent ? Mais en fait, les gens me regardent comme une bête curieuse. Et puis moi, je regarde les autres, je vois qu'on n'a pas du tout le même physique.
Enfin, ils sont tous musclés. Moi, j'ai 2 baguettes à la place des jambes. Enfin, c'est juste horrible. Mais en fait, je découvre que finalement, avec ce corps, on dirait qu'il y a des choses que je peux faire, quoi. Mais tout ça, enfin, je le vois, mais je le découvre, mais c'est pas encore. Je suis sûre de rien. Hein. Je fais que découvrir ce monde. Je discute avec les autres qui disent qu'ils s'entraînent 4-5 fois par semaine, qu'ils sont en sport-études, et je dis, mais c'est quoi ce monde? Enfin, moi, je n'ai même pas fait d'échauffement pour faire les championnats de France, donc je vois les gens, ils me regardent, et tout le monde se demande, mais cette fille, elle vient d'où, quoi? 2 ans plus tard, vous intégrez l'INSEP, l'Institut national du sport. Et là, ça ne se passe pas tout à fait comme vous le souhaitez. Racontez-nous, Marie-Josée Pérec. Alors, en fait, moi, j'arrive là-bas, et puis, je m'installe à Paris. Enfin, c'est juste... il n'y a pas de lumière, il neige. Je suis dans un groupe où ce sont des gens qui ont 20 ans, 25 ans. En fait, le coach, il n'a pas l'habitude de coacher des jeunes. Donc, on est dans ce groupe avec vraiment les athlètes de l'équipe de France senior. Et ce monsieur, il pense qu'on va juste intégrer ça comme ça. Et en fait, ça se fait pas. Moi, au bout de 3 mois aussi, je rentre chez moi, je pars. Enfin, je dis... je veux rentrer en Guadeloupe, quoi. Et je tanne mes parents, je les appelle tous les jours, je dis, à Noël, il faut que je sois rentrée. Et ils disent, mais écoute, tu sais que ça coûte 5 000 francs un billet d'avion. Et en fait, ils se débrouillent tous les 3. Et ils se mettent ensemble, mon oncle, tout le monde, et puis ils me font rentrer. Ah ouais, c'était vraiment de l'amour dans cette famille. Donc, vous étiez rentré à l'Institut national du sport grâce à ces championnats de France scolaires à Paris. Ça se passe pas très bien. Mais qu'est-ce qui fait que vous y êtes quand même revenu à l'INSEP? En fait, je m'étais fait des amis. Donc, je rentre chez moi, je m'entraîne pas vraiment. Mais en fait, ce truc-là me plaît beaucoup. Je refais des compétitions l'été et là, sans vraiment trop m'entraîner, je vais voir un peu les gens en Guadeloupe. Et en fait, je suis requalifiée pour revenir à Paris pour faire des championnats de France. Et là, en fait, je dis ce coup-ci, c'est bon, j'ai des amis, et tout ça va, donc je vais rester. Je vais rester. Et donc je reste, mais quand même. Les cours, ça va pas. Je suis renvoyée de l'INSEP parce que, j'y vais pas tout le temps. Ça me plaît pas. Il fait trop froid. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ma mère, entre-temps, en fait, comme ma sœur, elle est rentrée en métropole, donc ma mère, en fait, elle se dit, je vais aussi m'installer là parce que je vais suivre mes filles. Je vais pas juste les laisser comme ça. Et donc, elle s'installe à Paris, dans le 13e arrondissement. Elle dit, écoute, si tu vas plus à l'INSEP, il faut que tu t'inscrives dans un autre établissement, mais tu restes pas comme ça à rien faire. Moi, je sais plus, j'en peux plus de toutes tes histoires. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que tu vas pas vivre de rien. Et je lui dis, comme papa, mon père, il avait une entreprise de télécommunication. Et je lui dis, je vais faire un peu d'électronique et j'irai bosser avec papa. Inscris-moi dans telle école, une école privée qui était rue du Bac, elle m'inscrit là-bas. Je fais ça une petite année, au bout d'1 an, et je dis, non, en fait, je me suis trompée, c'est pas ce que je veux. Vous étiez un peu perdu quand même, hein. Non, mais j'arrive même pas à voir tous les détails de tout parce que c'était juste horrible pour ma famille. Moi, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai testé beaucoup de choses. Donc, j'ai arrêté les cours, et puis là, elle me dit, tu veux plus y aller? Et maintenant, tu vas chercher un travail. Je suis partie, je suis allée chercher un boulot, floqueuse de t-shirts dans une usine à Montreuil. Ma mère a dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Mais c'est pas possible. Et j'y vais même pas une semaine et je reviens, je dis, ah non, je crois que je vais retourner en cours parce que ce truc-là ne me convient pas. Et vous avez fini par revenir à l'INSEP, vers l'athlétisme? Non. Et donc en fait, l'athlé, j'arrête un peu. Sur une année, on me voit plus.
Et donc les championnats de France sont passés, on ne m'a pas vue. Et donc à la rentrée au mois de septembre, j'ai un copain, il me dit il y a des compètes à Saint-Maur, tu viens avec nous, on va regarder. Et là je lui dis ouais super, je viens avec vous. Et je tombe sur François Pépin que j'avais rencontré la première fois quand j'étais arrivée en métropole, qui est entraîneur, coach, qui est entraîneur au PUC. Et il me dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais tout le monde te cherche, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je lui dis, j'ai arrêté les cours, ma mère, elle me prend la tête, je sais pas quoi faire, elle veut que je travaille, mais j'ai trouvé un truc, ça va pas, je sais plus où j'en suis. Et il dit, bon, je te propose un truc, tu viens t'entraîner 3 fois dans la semaine, et tu fais ça pendant, on va dire, 3-4 mois. Tu signes au PUC, on te donne un appart, tu iras entraîner les jeunes le mercredi, donc on va te payer. Et je dis, c'est pas une mauvaise idée, ce qu'il me propose. Et en fait, je pars là-dessus. Et au bout de 3 mois, je fais les championnats d'Europe en salle, je suis championne d'Europe, je bats mes records. Et là, je comprends que c'est vraiment le truc qui me plaît le plus. Et c'est vraiment de cette manière aussi que je ferai quelque chose de ma vie. Parce qu'en fait, on commence aussi à gagner de l'argent en athlée. Pas beaucoup, mais quand même pour vivre. Et je me dis, tiens, je pense que c'est cette direction que je dois prendre et j'y vais. Merci beaucoup, Marie-Josée Pérec. C'est la fin de notre premier épisode. On se retrouve bientôt pour parler de votre carrière d'athlète impressionnante. Marie-Josée Pérec, nous sommes à Paris, dans les bureaux de votre compagnon Sébastien Foucrat, lui aussi médaillé olympique de ski acrobatique. On a évoqué dans notre première partie votre enfance en Guadeloupe, votre grand-mère Éléonore et vos débuts en athlétisme. On va parler maintenant de votre belle et mouvementée carrière d'athlète. En 1991, vous êtes championne du monde aux 400 mètres à Tokyo. Est-ce que vous vous rappelez de cette victoire et de vos sensations après ? En fait, c'est vraiment la première fois que je gagne un grand titre en indoor. C'était une saison vraiment très compliquée. Et puis surtout, c'était l'époque où il y avait beaucoup de dopage en Allemagne. Donc les filles avec lesquelles je courais... il y avait beaucoup de rumeurs et d'ailleurs par la suite en fait elles ont été contrôlées positives. Mais moi c'est vrai que j'étais arrivée sur ces championnats du monde en me disant, j'avais pris beaucoup confiance en moi et je me disais mais maintenant je m'entraîne, j'ai vraiment une prépa incroyable. En tout cas je faisais tout était vraiment bien organisé. Donc, je suis vraiment arrivée sur ces championnats-là en me disant, mais c'est vraiment possible que je sois championne du monde. J'étais habitée par cela. C'est vraiment comme ça que je prenais la compétition. Et voilà. Avec votre entraîneur, Jacques Piacenta, vous avez une relation un peu explosive, on peut dire ça ? Jacques Piacenta, c'était quelqu'un d'assez sévère. Et il avait les idées bien arrêtées sur tout. Et en fait, moi, je suis quand même une personne qui aime bien faire ce qu'elle veut, comme elle veut. Donc, c'était pas facile, en fait, d'avoir une relation avec quelqu'un qui était quasiment... tyrannique. Ouais, qui était un peu comme moi, qui voulait tout commander, tout... Donc, c'était... moi, j'avais vraiment l'impression, c'est ce que je lui disais lorsque j'y étais, je lui disais, mais... On est ici pour faire de l'athlé, on n'a pas signé à l'armée, quoi. Il supportait pas quand je disais des choses comme ça. Mais, c'est le sentiment que j'avais. Et pour moi, en fait, on pouvait essayer de travailler sans pour autant être dans toute cette dureté. Parce que l'athlé, c'est déjà un sport très dur, voilà. Et puis arrivent les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Vous remportez la médaille d'or aux 400 mètres avec un temps de 48 secondes 83 centièmes. Vous vous êtes vraiment senti bien à Barcelone ? Pour moi, c'est en fait de gagner ces JO face à des adversaires vraiment coriaces. C'était une belle manière aussi de montrer que ça y est.
j'étais rentrée dans la cour des grands. Et puis surtout, il y avait une sorte de continuité parce que le 400 mètres, il avait déjà été gagné par une Française en 68, l'année de ma naissance, Colette Besson, que moi j'avais rencontrée sur un championnat de France. Donc en fait, tout ça faisait que, on a vraiment le sentiment que, en fait, qu'on construit quelque chose d'historique, quoi. Quand j'ai eu cette médaille, je me suis dit, mais, enfin, c'est la plus belle des médailles. Vous gardez un souvenir précis de cette course, de ce 400 mètres à Barcelone? Vous avez un... En fait, j'ai un petit détail, c'est que dans cette course, en regardant, parce que moi, quand je courais, en fait, j'entendais tous les bruits. En fait, le public, moi, ça me portait vraiment, mais surtout dans cette course, je sais pas pourquoi, mais je m'étais servi en fait des ombres des filles qu'on voyait au sol, et en fait, je voyais que, en fait, il y avait une ombre qui se rapprochait beaucoup plus. C'est des choses. Par la suite, quand on décortique sa course, on se demande mais comment on peut être aussi lucide pour aller chercher autant de petits détails, parce que normalement, on doit penser à juste arriver le plus vite possible à la ligne d'arrivée et d'exécuter toutes les répétitions, tous les mouvements. Normalement, ce sont des choses qui se mettent en place à partir du moment où on a donné le coup de départ. En fait, c'est pour ça que justement, ces moments-là, en tout cas ce moment-là, il reste gravé parce que c'est presque pas normal, quoi. Et en fait, en sortant du virage, je fais aussi 9 foulées où je ne respire pas. Et ça aussi, normalement, c'est des choses qu'on ne fait pas. En fait, je fais plein de choses qu'on ne fait pas. Moi, je l'explique pas. En fait, vous avez gagné votre médaille d'or à Barcelone en apnée. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Quelques mois après les JO de Barcelone, vous décidez de changer d'entraîneur et de partir aux États-Unis. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Ben alors avec mon coach Jacques Piacenta, en fait ça n'allait plus trop parce qu'après les JO, j'ai voulu faire plein de choses. Enfin, d'un coup on est happé par un tas de trucs, on a plein de demandes et puis on se dit mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire, donc je vais essayer vraiment de faire toutes les choses qui sont juste des trucs que jamais on va me reproposer dans ma vie. Et comme quoi, par exemple? Ben moi, j'avais fait des défilés pour Paco Rabanne. Enfin, j'avais fait des photos de mode. Enfin, et puis d'un coup, je vois que mon corps, en fait, il est plus le vieux corps pourri que je détestais. Non, mais c'est vrai. Et d'un coup, je vois que dans le regard des gens, en fait, les gens, ils me regardent vraiment autrement. Mais même d'ailleurs, moi, je me rends aussi compte que même dans les entraînements, en fait, j'essaye même de me muscler le corps pour plus être juste sans muscles, sans rien. Enfin, je vois que, enfin, c'est quelque chose qui me travaille parce que ça m'a toujours travaillé. Donc, j'en fais toujours un peu plus. Et non mais. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de partir aux États-Unis? Oui, je suis repartie sur autre chose. et donc, avec mon coach, après ces JO, je recommence à m'entraîner vraiment très tard parce que je veux profiter de toutes ces choses. Et en fait, je reviens vraiment trop tard. Et là, on décide de faire les championnats du monde l'année d'après sur 200 mètres. Je suis qualifiée pour ces championnats du monde. On essaie de les faire sur 200. Donc, je deviens pratiquement la meilleure coureuse au monde sur 200. Mais il y a quand même 3 filles qui sont vraiment très, très fortes. Et avec mon coach, je vais sur une dernière compétition un mois avant ces championnats du monde pour courir un 200. Il est très ami avec l'organisateur de ce meeting. Et en fait, on me demande de faire un 100 mètres que je ne veux pas faire. Il me force un peu la main tous les deux. Donc, je fais ce 100 mètres et je me blesse un mois avant ces championnats du monde. On se dit, mais c'est presque terminé. Mais au bout d'une dizaine de jours, je fais beaucoup de soins, beaucoup de kiné. Donc, en fait, j'étais vraiment quelqu'un je peux pas dire qui se réparait, mais en tout cas, les blessures, elles guérissaient quand même assez vite.
Et donc, au bout de quelques jours, je me sens mieux et je lui dis, bon, je pense que je ne pourrai pas faire de 200 parce que je pense que je vais vraiment avoir un énorme claquage. Mais je crois que avec vraiment la rage que j'ai, vous devez m'inscrire sur 400 mètres parce que je vois que sur 400 mètres, en fait, cette année, il y a plus 4 courses dans un championnat. Il y en a que 3. Ça n'est plus 4 jours d'affilée comme à Tokyo, mais c'est vraiment, il y a un jour de repos, ensuite la finale. Et je dis, je suis sûre que je vais être championne du monde, donc il faut me laisser faire ce que je veux. Et avec la Fédé, ils disent, non. Donc, ils m'empêchent de faire ce que je veux. Et donc, je pars sur ces championnats du monde. Je fais le 200. Je fais la finale. Je fais 120 mètres de course et je vois que je peux pas accélérer. Je suis 3e dans cette course. Et je passe la ligne d'arrivée. Je peux être 3e, mais comme je suis pas première, je ralentis parce que je suis vraiment dégoûtée. C'est juste nul, quoi. C'est terrible d'être comme ça, mais en fait, je refuse d'être 3e parce que je suis pas première. Et donc, je suis 4e. Et là, j'en veux à la terre entière. Je m'en veux à moi-même. J'en veux à mon coach parce qu'ils m'ont pas laissé faire ce que je voulais. Et après cette course, je rentre dans un bus avec mon coach au village. Et en fait, j'ai plus confiance en mon coach. Lui, il essaye de me consoler. Et je dis, mais en fait, il a rien compris. Parce que en fait, une carrière, ça n'appartient pas à un coach, ça appartient en fait aux sportifs. Et c'est là donc que vous décidez de partir avec John Smith aux États-Unis, en Californie. Et je contacte John Smith parce que aussi en 92 au JO, en fait, je vois que John Smith, il est avec un groupe, il y a que des garçons. Ils ont des records du monde du 400, du 400 haies, coureurs de 800. C'est une équipe de dingue. Mais surtout, ce que je vois, c'est que à cet échauffement pour la finale en fait à Barcelone, je vois que c'est un groupe, ils sont pas stressés, ils dansent avant la finale, ils sont juste décontractés à déconner comme des fous furieux avant la finale. Je dis mais ils ont quoi ces Américains et pourquoi nous les Français on peut pas gagner comme ça? Et je vois mon coach, il me fait peur, il transpire la peur. Donc moi aussi j'ai peur. Jacques Piacenza. Oui, je suis complètement tétanisée. Il veut contrôler mon échauffement. Je vois que les autres ils sont super libres, ils font leurs échauffements tout seuls sans quelqu'un sur leur dos. Quand je vois ça, je me posais la question en me disant mais purée, mais ça serait bien aussi de gagner des jeux comme ça, quoi. Et alors, qu'est-ce qui a changé avec John Smith pour vous? Et comme ça va pas avec Pia, je me dis je dois aller là, quoi. Il y a pas d'autre solution. Moi, je veux gagner des JO comme eux, quoi. En rigolant. Et alors, une fois aux États-Unis, vous vous êtes rapidement adapté à la vie américaine, à ce nouvel entraîneur? C'était vraiment parce que je parlais pas vraiment anglais, donc c'était quand même assez difficile. Parce que d'un coup, moi j'arrive quelque part, je connais personne, mais en fait je suis trop motivée et puis surtout au départ, il voulait pas me prendre dans son groupe John Smith parce qu'il entraînait pas de femmes. En fait, j'avais demandé plusieurs fois par le biais de plusieurs personnes et il disait non, ça m'intéresse pas et puis je sais pas entraîner des jeunes femmes, j'en ai jamais entraîné. Et donc, j'ai décidé de partir à Los Angeles. J'ai pris un billet d'avion. Je suis allée le voir sur place. J'ai pris un rendez-vous et en fait, il m'a dit comme t'es là, viens faire une séance avec nous. Mais sache que moi, je prends pas de nana dans mon groupe. C'est des histoires toujours de problèmes. Les filles, ça parle, ça pense qu'à leur maquillage, leurs cheveux. J'en veux pas, moi. Et je lui ai dit, mais vous savez, moi, je suis pas comme ça. Je suis une fille, mais me comporte pas comme les filles, moi. Et très vite, ça s'est bien passé pour vous avec eux, finalement. Et en fait, il a rigolé quand j'ai dit cette phrase et il a décidé de me donner une chance. Et je suis allée au premier entraînement et j'ai mis un peu la merde dès le premier jour, mais d'une bonne manière. C'est-à-dire, il nous avait demandé de faire des 300. Il m'avait dit, toi, tu les feras en 37. Le groupe de garçons, il devait les faire en 34-35. Je me suis dit, il m'a donné une chance, je vais pas la rater. Donc j'ai fait le record du monde ce jour-là du 300 à l'entraînement. J'étais morte après, couchée, je vomissais dans un coin. Et lui, il avait son microphone
Et il s'est mis à hurler sur le stade, à danser et tout, et à dire hey, les garçons, je crois que j'ai trouvé ce qu'il vous faut. C'est Marie. Et il a dit bon, t'es inclus dans le groupe. Et après, ça a été les plus belles années de ma carrière. C'est vrai, c'était un entraînement formidable. Ouais. C'était vraiment génial de partager les entraînements avec les meilleurs hommes du monde du moment. Et il y avait Atto Boldon, Maurice Green. Enfin, c'était vraiment Quincy Watt sur 400, Kevin Young sur 400 haies. Les deux, ils avaient les records du monde. C'était un groupe de folie, quoi. En 1996, vous êtes porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Ça vous a plu, cette expérience ? Moi, je pense que c'est le plus bel honneur qu'on puisse faire un sportif de haut niveau, c'est d'être le porte-drapeau de la délégation. Mais après, ça comporte beaucoup de responsabilités. Moi, je sais que lorsque Jean-François Lamour, qui était médaillé, lorsqu'il m'a transmis ce drapeau, il m'a rappelé que tous les porte-drapeaux, ils avaient été médaillés. Donc, c'était juste médaillé d'or. Donc, en fait, pour moi, c'était une pression énorme. Et moi, je me suis dit, bon, moi, je suis venue pour faire un doublé. J'ai pas intérêt de passer à côté parce que, comme je veux faire mieux, puisqu'il m'a dit qu'ils sont médaillés d'or, moi, je vais être médaillée d'or, mais 2 fois. Et en fait, ça s'est passé comme ça devait le faire. Mais il faut savoir que moi, je m'entendais super bien avec Laura Flessel. Et quand je l'ai vue partir pour sa 2e médaille qu'elle avait eue par équipe, moi, j'étais pas encore passée sur 200. Elle partait du village et tout. Et quand ils sont rentrés et qu'ils avaient une médaille d'or par équipe, donc elle avait 2 médailles. Je lui ai dit bravo, et je dis maintenant, j'ai intérêt d'assurer parce que... Au JO d'Atlanta, donc en 1996, vous remportez la médaille d'or aux 400 mètres et vous réalisez un doublé fantastique en remportant le 200 mètres. Cette fameuse course, c'est la plus belle que vous ayez faite, Marie-Josée Pérec, ce fameux 200 mètres? Oui, en fait, moi, je la nomme l'inattendu pour tout le monde. Moi, au fond de moi, je m'étais tellement préparée à ça avec mon coach que je pensais vraiment que c'était possible. Durant toute la saison, j'ai dû faire 2 400 mètres. Donc, les gens ne comprenaient pas parce que j'ai fait pratiquement que des 200 et j'étais quasiment en fait la meilleure mondiale sur l'année. Mais pour moi, c'est une soirée, ça crépitait de partout, quoi. Enfin, on avait l'impression que il y avait quelque chose dans l'air. Enfin, c'était juste magnifique, quoi. Ouais. Et vous l'avez fêté comment, cette victoire? Avec mes amis, mon groupe d'entraînement. Je crois d'ailleurs qu'on devait tous se retrouver au Club France. Et moi, j'ai dû arriver, il devait être, 3h du matin, parce que j'avais beaucoup fait la fête avec d'autres personnes et on nous attendait, la délégation française nous attendait au Club France, quoi. Mais on n'y était pas. Vous aviez votre groupe américain. 2 ans après les JO d'Atlanta, en 1998, vous ressentez une grosse fatigue. Vous avez attrapé un virus qui provoque de graves problèmes cardiaques. Comment vous avez vécu cette période? En fait, on cherche ce que j'ai, mais on ne trouve pas. Une fois, je suis vraiment pas bien parce que je suis dans une salle de muscu à Los Angeles. Et en fait, je tombe presque dans les pommes avec ma barre. Donc, ils refont tout un tas de tests et tout. Et puis, ils disent, on comprend mieux. En fait, t'as la mononucléose, le virus d'Epstein-Barr. Ils regardent et on voit que je l'ai depuis très longtemps. Et que, au lieu de me reposer, moi, j'ai continué à m'entraîner. Et ce virus, en fait, on doit se reposer. Et si on ne se repose pas, en fait, il attaque les organes dans le corps. Donc, moi, je sais pas, je me réveillais le soir, j'avais l'impression que j'avais de l'asthme. Donc, mes poumons, ils avaient été attaqués. Et en fait, il est rentré en fait dans les parois de mon cœur. Donc, j'ai fait une myocardite. C'est comme si on a un cœur de grand-mère, d'une mamie qui a 90 ans. Et ils disent
On va t'hospitaliser et en fait, pendant 15 jours, on va te mettre sur cortisone pour voir ce que ça fait. Et donc je dis non, mais ça, en fait, je rentre chez moi et je vais aller le faire en France. J'ai ma famille, j'ai des amis, enfin j'ai beaucoup de monde. J'arrive malgré tout à quand même respecter un peu ce qu'on me demande. Et puis à la fin, on fait des tests. On me dit bon, si tu veux, tu peux redémarrer, mais en fait, tu vas plus retrouver en fait le niveau que tu avais. Et moi, je reprends. Et puis moi, je vois que ça va. Et en fait, je repars sur un cycle d'entraînement en allant voir les médecins, en surveillant plus parce que ça fait quand même peur. Et puis, je retourne à Los Angeles et je vois que mon coach, mon groupe, en fait, il a vraiment changé. C'est devenu très commercial. Enfin, mon coach, il veut gagner beaucoup d'argent. Enfin, comme il y a eu tellement de bons résultats avec John Smith, tout le monde veut venir, en fait, chez John Smith. Moi, je me retrouve dans ce groupe quand je reviens. En fait, ce sont les Jeux de Sydney qu'il faut préparer. Et en fait, je dis, mais mon coach, il a plus le temps. Il est juste omnibulé par le 100 mètres parce qu'il y a Maurice Green, en fait, qui est en plein bourg. Et je dis, il faut que je trouve une solution parce que je dois trouver un groupe où c'est calme, où je vais avoir quelqu'un qui va être concentré sur moi. Et il y a cette idée de dingue qui me vient à l'esprit. Et en fait, je me dis, je vais chercher l'entraîneur qui a entraîné Marita Corr. Et je décide d'aller le voir parce que en 92, j'ai fait une déclaration en disant que j'ai record du monde des non dopés. Et j'ai fait une rencontre avec lui, avec l'équipe à Paris et sa femme. Et je leur pose la question. Je dis, mais en fait, Marita Corr, elle s'est dopée. Et il dit, non, en fait, j'ai trouvé la solution. Et donc, fini John Smith, vous choisissez Wolfgang Meyer, oui, un Allemand. Et vous voilà donc à Rostock pour préparer les JO de Sydney en 2000. Et est-ce que ça vous a plu, cette période en ex-Allemagne de l'Est? Parce que c'est quand même un changement radical après la Californie. Oui, j'ai fait toujours des choix, pas en fonction de s'il va faire beau, mais si je pensais qu'un coach était bon pour moi et qu'il était au pôle Nord, je serais allée, parce que je suis comme ça. Merci beaucoup, Marie-Josée Pérec. On se retrouve très vite pour parler de la fin de votre carrière d'athlète et de vos projets actuels. Marie-Josée Pérec, dans notre deuxième épisode, vous nous avez raconté l'histoire de vos 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Barcelone puis d'Atlanta, ce qui fait de vous une athlète absolument unique en France. Et nous en étions restés à votre entraînement en Allemagne de l'Est, l'ex-Allemagne de l'Est. Votre objectif, c'était clairement les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Vous vous sentiez en forme avant cette échéance ? Alors en fait... après mes problèmes de mononucléose, en fait, je suis partie en Allemagne et en fait, j'ai découvert en fait une autre manière de s'entraîner. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne me suis jamais autant entraînée. En fait, j'ai découvert que le corps, finalement, pouvait beaucoup plus que ce qu'on pensait. J'ai fait des séances vraiment incroyables. Des énormes séances avec beaucoup de répétitions. Et en fait, pour moi, c'est les Jeux où physiquement j'étais le mieux préparée. Sur Sydney, ce que je peux dire, c'est que, en fait, je pense que je m'étais préparée en fait pour la compétition, mais en fait, je suis arrivée en fait en Australie. Avec idée que ces JO étaient des JO comme les autres, sauf que c'était pas le cas. En fait, je me suis retrouvée moi, j'avais l'impression que je n'étais pas la bienvenue dans ce pays, que j'étais en fait une sorte de trouble de fête. Trouble fête. Voilà. En fait, vous êtes arrivé au JO de Sydney, donc en 2000. Vous étiez accompagné de votre compagnon, l'athlète américain Antoine Maybank, et vous sentiez une grosse pression. Il y avait vraiment un contexte particulier avec ce pays qui voulait absolument la victoire de Cathy Freeman, qui était vraiment un symbole pour eux, qui en tant qu'aborigène devait gagner. C'était vraiment ça le contexte. Oui, c'est ça. En fait, moi, je me suis retrouvée dans un combat qui n'était pas le mien finalement,
Et en fait, moi, je pense que j'ai été certainement à cet endroit en fait, au mauvais moment. Et je l'ai payé très cher. Et en fait, moi, j'ai le sentiment que, en fait, mon propre pays, en fait, les gens de chez moi, en fait, personne ne m'a aidé. Et en même temps, moi, j'avais aussi le sentiment que les gens, finalement, ils étaient vraiment, il y en avait qui se réjouissaient de ce qui s'était passé parce que les gens n'avaient pas supporté que je parte aux États-Unis, à l'étranger, aller me préparer parce que le message que ça envoyait, c'était si on va s'entraîner ailleurs, c'est que chez nous, on n'est pas bon. Et en plus, comme ça avait bien marché pour moi, en fait, ça confirmait vraiment que c'était ça. Et c'est vrai que le DTN de cette époque, toutes ces personnes, en fait, ont vraiment été... en tout cas, ce sont des gens qui m'ont vraiment écrasée, quoi. Ouais. Donc il y avait ça d'une part, et puis vous avez écrit dans votre livre que l'Australie voulait vraiment une victoire de Cathy Freeman, d'origine aborigène, afin de montrer à la face du monde la réconciliation avec son peuple premier. Il y avait en plus ce contexte australien. Mais il y avait ce contexte politique. Hein. Moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais Cathy Freeman, quand elle gagnait, quel que soit sur les Jeux des Commonwealth, elle portait le drapeau aborigène. L'Australie, en fait, elle avait sa propre histoire et en fait, pour eux, c'était ces JO, c'était le moment en fait de se réconcilier avec cette population. Et en fait, ils avaient trouvé l'ambassadrice en fait qui allait en fait les aider à régler tout ça. Et moi, je me suis retrouvée au milieu de tout ça. Donc, moi, j'ai explosé en vol parce que j'étais pas préparée pour ça. Je ne pensais pas qu'on devait se préparer au JO je pensais pas que c'était la guerre, quoi. Et pourquoi vous avez préféré ne pas faire la course, comme vous l'aviez fait toujours auparavant, et vous avez préféré quitter Sydney? Parce que vous étiez quand même forte. Oui, mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui est vraiment très très fort, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est sur une lame de rasoir. Et en fait, il suffit de très peu pour qu'on puisse exploser. N'est pas sportif de haut niveau qu'il le veut et d'ailleurs, on le voit, on n'est pas nombreux en fait à gagner parce que c'est quelque chose de très particulier et il faut vraiment avoir un mental d'acier. Moi, c'est ce que j'ai pour habitude d'expliquer aux gens, en tout cas d'essayer de faire comprendre aux gens. Il y a toujours un petit côté faible en fait chez les sportifs. Il suffit de très peu pour qu'on puisse passer à côté. Quand vous êtes partie de Sydney, il y a eu ensuite une escale à Singapour et là, la presse du monde entier ne vous a pas lâché au point que votre compagnon s'est bagarré avec un caméraman. Est-ce que ça reste un épisode traumatisant de votre vie, Marie-Josée Pérec ? Alors en fait, moi je dirais que cet épisode-là, d'avoir des gens en fait qui vous suivent, qui se collent à vous, qui collent leur caméra à moins de mètres sur votre visage, ce sont des choses qui sont, en fait, c'est d'une violence. Lorsque vous demandez en fait d'avoir la paix, qu'on vous laisse tranquille. Moi je suis pas une rockstar. Tout ça, moi je l'ai pas demandé. Moi je viens d'un endroit qui est juste tout petit. En fait, c'était d'une telle violence. Moi, je n'ai pas compris, par exemple, on a été se réfugier dans cet aéroport, dans un lieu de prière, et que les journalistes qui nous ont suivis jusque dans un endroit où les gens prient, un endroit où on veut la paix. Pour moi, c'était d'une telle violence, c'était... Je ne comprenais pas, quoi. C'était vraiment horrible. Et lorsque je suis rentrée chez moi, en fait, on nous a demandé de ne pas descendre de l'avion, de ne pas prendre la passerelle. On nous a fait sortir, en fait, sur le tarmac. Moi, je me suis demandé, mais j'ai fait quoi? J'ai tué la mère de quelqu'un? J'ai assassiné quelqu'un?
c'était vraiment horrible. Je crois qu'à l'époque, c'était la ministre, en fait, qui avait demandé à ce que on me fasse sortir autrement, parce qu'en fait, elle sentait que ça prenait, en fait, vraiment de l'ampleur. Mais en fait, toutes ces choses ont fait que, moi, je me suis retrouvée dans cette espèce de tourbillon de choses négatives. Enfin, c'était vraiment horrible. Et je pense que même si on a un mental d'acier, enfin, même si on a l'habitude de se battre, même si on relève la tête, c'était pas facile. Et moi, je dirais que, en fait, j'ai erré pendant longtemps, avec cette porte ouverte, avec l'impression que il y a toujours quelqu'un et que je dois toujours faire attention. Enfin, c'était vraiment très très dur. Et alors après cet épisode très douloureux, ce qui est assez génial, c'est que ce sont les conseils de votre grand-mère, Éléonore. Elle vous a dit d'aller parler à la presse et de consulter un psy. Elle était incroyablement moderne, votre grand-mère, non ? C'est vrai que moi, lorsque je suis rentrée chez moi, je parlais avec ma grand-mère tous les jours et je lui disais qu'il y avait des gens en bas de chez moi tous les jours, que les gens faisaient mes poubelles, qui récupéraient mon courrier. À Paris ? À Paris. Enfin, c'est juste incroyable tout ça. Et elle m'a dit, moi je t'ai vu à la télé, moi je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en fait tu dois pas te laisser aller comme ça et tu dois vraiment aller voir un psy parce que je vois que ça va pas. Et en fait ma grand-mère elle a jamais fait de sport de sa vie, mais en fait elle avait toujours la bonne solution, le bon mot dans toutes les situations. Ouais. Et puis elle avait jamais consulté de psy non plus, elle était très catholique, non ? Et d'ailleurs, je l'ai pas écouté, pourtant je l'écoutais toujours, mais je pensais que je pouvais vraiment me sortir de tout ça toute seule et que j'avais les épaules pour ça. Et donc je suis partie aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé. Quelquefois, je me suis retrouvée en fait à des endroits, mais vraiment les plus retirés des États-Unis. Et en fait, je tombais sur des gens qui me disaient, mais toi, t'es la petite Frenchie là qui est partie des JO. Et je lui disais, mais mon feuilleton, il est juste international, quoi. Aujourd'hui, je peux peut-être en rire, mais c'était terrifiant, quoi. Je dis, mais vous l'avez quand même écouté, votre grand-mère, parce que vous avez donné une interview à la presse. Vous n'aimiez pas du tout ça, les interviews, c'était toujours pénible pour vous ? Non, en fait, j'ai essayé d'expliquer avec ce que j'avais, ce qui s'était passé, comment j'en étais en fait arrivée là. Mais je l'ai fait une fois et je suis restée des mois et des mois sans parler après, quoi. Et je sais qu'aux États-Unis, la presse elle me suivait. Mais pendant un an après, les gens ils me suivaient. Moi je m'en rendais compte. Et puis derrière, je voyais des articles en fait qui sortaient dans les journaux où ils disaient que voilà ce que j'ai fait pendant 3 jours. Mais je me posais la question. Je me disais mais en fait j'ai eu peur. Je suis partie des jeux. J'ai tué personne. Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit je suis pas dans une équipe de foot, j'appartiens à personne. J'ai pas empêché une équipe de gagner quoi que ce soit. Je fais un sport individuel. Et puis, merde alors, je suis humaine, quoi. En 2002, il y a un artiste qui prend votre défense avec sa chanson intitulée « Dans la foulée ». C'est Alain Bachung qui trouve que vous avez fait l'objet d'un lynchage médiatique en Australie. Elle vous a fait du bien, cette chanson ? Ah oui. Je l'ai beaucoup écoutée après. Mais en fait, en plus, moi, c'est quelqu'un que j'adorais parce que, moi, j'ai trouvé qu'il était un peu un écorché vif comme moi.
Et ça me faisait plaisir parce que je me disais, ah, enfin, il y en a un qui m'a compris, quoi, et qui prend ma défense. Après cette période douloureuse, vous vous êtes reconstruite, vous avez voyagé pendant plusieurs mois aux États-Unis, vous avez passé 6 mois en Guadeloupe, et puis vous reprenez l'entraînement avec l'objectif de participer aux mondiaux d'athlétisme de 2003 à Paris. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, quand je pars en Guadeloupe, ça va toujours pas. Et au bout des 6 mois, alors que j'avais voyagé, erré, je sais pas comment il faut le nommer, comment il faut nommer cette période-là. En fait, les 6 mois en Guadeloupe, en fait, je me suis retrouvée. Et je pense que c'est parce que j'ai retrouvé mes racines, ma famille. Je suis allée voir en fait les anciens parce que, enfin, ils ont vraiment quelque chose en fait à donner. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, donc c'est ce que je perçois. Et en fait, après ces 6 mois, je me suis sentie prête et là, j'ai dit bon, il y a les championnats du monde à Paris et donc je vais décider quand j'arrête ma carrière et ça sera pas un événement qu'il aura fait à ma place. Et en fait, je suis repartie gonflée à bloc de la Guadeloupe en fait aux États-Unis pour me préparer. Je suis partie en Floride. J'ai retrouvé un autre coach qui avait entraîné Butch Reynolds, qui avait eu le record du monde sur 400 mètres aux États-Unis. Enfin, c'est un Américain. Et je lui dis, il faut que tu me prépares, faut que tu m'entraînes. Enfin, et on a commencé cette préparation. Et puis là, je me suis dit, mais maintenant, ça fait un moment que je n'ai rien fait, donc je dois faire vite les choses. Je dois changer certaines choses dans mon entraînement. Et par exemple, je me suis mise à faire de la musculation à outrance, ce que je n'ai jamais fait durant toute ma carrière, parce que j'avais pas vraiment le corps qu'il fallait pour faire ça. Et là, je me suis dit, je mets la gomme et tout, et je vais devenir vraiment très forte et tout. Et on va beaucoup jouer en fait là-dessus. Et en fait, je me suis explosé le dos. Ouais. Et donc, pendant des mois, j'ai eu des infiltrations. J'ai essayé tout ce que je pouvais avec mon dos. Et en fait, j'y arrivais pas. Et donc, ces championnats du monde à Paris me sont passés sous le nez. En fait, je dois dire que c'est certainement le truc qui m'a vraiment le plus touchée, parce que en fait, on avait un super stade qui est le Stade de France, que moi je ne connais pas en fait vraiment cette ambiance qu'il y a, parce que il y a eu une ambiance de dingue dans ce stade, et moi j'étais dans les tribunes, quoi. Et ça, c'était très douloureux. Ouais. Et donc, vous avez annoncé votre retraite sportive en juin 2004. Et j'imagine que ça aussi, c'était douloureux. Et donc, derrière, je me dis, bon, maintenant, mon corps, il est cassé, il en veut plus. Même si le cerveau, il est prêt, le corps, lui, il est vieux et il refuse. Il dit, non, c'est bon, je veux plus rien donner. Et je dis, je vais arrêter ma carrière. Donc, je me répète ça tous les jours. Mais le truc, c'est que ça se fait pas comme ça, quoi. Et en fait, on découvre, même si on a des amis qui nous ont raconté leur expérience, et en fait, on découvre que, en fait, c'est déjà difficile de se le dire, mais c'est encore plus dur, en fait, de l'annoncer aux gens, quoi. Parce que on a l'impression que le rideau, il est fermé, et moi, j'arrivais pas à faire ça. Donc, je me suis préparée pendant 1 an pour le faire. 1 an, mais c'est super long. Hein. Et vous l'avez fait. Vous avez fini par le faire. Cela fait maintenant plus de 15 ans que vous avez dit au revoir à votre carrière d'athlète. Et il y a toujours des gens qui vous reconnaissent dans la rue et qui vous parlent. Et c'est plutôt positif maintenant ? Mais en fait, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans la rue qui m'a dit quelque chose de négatif. Moi, tout ce que j'ai vécu de très dur, en fait, c'est toujours venu de la presse, des journaux, de la presse. Mais dans la rue, j'ai toujours eu des gens qui m'ont encouragée. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Tous les jours, j'en ai au moins 1 ou 2.
Enfin, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai arrêté l'athlé. Hein. Mais il y a même des gens qui me disent bon alors, vous avez fait quoi et tout, parce qu'ils ont l'impression que c'était hier. Ça fait trop bizarre. Et je dis mais ça fait longtemps que j'ai arrêté et tout. Et puis ils disent ouais, mais vous avez pas changé et tout. Je dis si, un peu quand même. En fait, certaines de mes courses, elles ont tellement marqué les gens qu'ils ont l'impression que c'était juste là, enfin avant hier, quoi. Et vous êtes récemment revenu en Guadeloupe en décembre 2020 pour inaugurer une piste ultra moderne, connectée, qui porte votre nom. On vous sentait très heureuse. C'est toujours un plaisir pour vous de rentrer en Guadeloupe ? En fait, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux, vraiment. Et dès que j'arrive, je respire bien, je suis heureuse, je suis contente d'être là. Enfin, il y a de la lumière, donc d'un coup, on a les idées claires. Moi, je sais pas, je me sens bien en Guadeloupe. Les gens, je suis une personne normale. Et si genre Marie-Jo, il me tape dans le dos, je sais pas, c'est tout simple, quoi. Et le fait d'être retournée et d'avoir ce stade aussi performant à mon nom, je trouve que c'est une belle reconnaissance, que en fait j'ai l'impression vraiment d'avoir une place dans le cœur de la Guadeloupe, et en fait ça m'a beaucoup touchée qu'ils se sont dit bon, ce stade, c'est le stade de Marie-Jo. En ce moment, nous sommes en pleine épidémie de coronavirus et vous participez à une opération en faveur des Restos du Cœur. En quoi ça consiste ? Alors, en quoi ça consiste ? On s'est dit pendant le premier confinement que les sportifs, on devait faire quelque chose. On a vu que les files de distribution de provisions, elles augmentaient et tout. Et en fait, dans ces moments-là, les gens, ils ont besoin d'avoir du soutien, du réconfort. Et donc, on s'est dit, on va monter cette action-là avec les Restos du Cœur. On a demandé aux sportifs de venir pousser la chansonnette, même si on ne sait pas chanter. Et on s'est dit, avec une tombola, faire gagner en fait des moments de partage avec les sportifs. On pourrait peut-être faire rentrer un peu d'argent dans les caisses des Restos du Cœur, pour que les gens ils soient mieux soutenus, parce qu'on sait que c'est super dur. On a tous en ce moment des gens, moi ça me donne la chair de poule, mais on a tous des gens qui ont perdu leur boulot, qui tiennent pas les debout, qui n'arrivent pas. Et puis on sent la détresse des gens. Donc en fait, moi je pense qu'on n'a même pas le droit c'est normal de faire ça, quoi. Avant de se quitter, Marie-Jo Pérec, j'aimerais savoir avec quelle chanson souhaitez-vous que l'on se sépare et pour quelle raison ? Moi, celle que j'ai envie de dire, c'est Marvin Gaye qui demande What's going on ? Parce que je trouve que, en fait, ce qu'on vit en ce moment, cette chanson, elle dit tout. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut qu'on essaye de faire en sorte que ce qui ne va pas, que ça change. Merci beaucoup, Marie-Josée Pérec. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Bruno Dessommes. À bientôt pour un nouveau numéro de Ma Parole. Merci encore. Merci. Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with
brutality. Talk to me so you can see what's going on. What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? Right on. Right on. Right on. Everybody thinks we're at home. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know we've got to find. Bring some understanding here today. Pick it loud and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right on, right on. Right on. Right on.